Les chroniques d'un quadra sur les réseaux, épisode numéro 2. Alors voilà, j'ai fait le premier épisode de ces chroniques d'un quadragénaire il y a 1 an. Donc voilà, au bout d'1 an, on va parler de ce que ça donne. Alors, on va essayer de tenir ça correctement, hein. Alors, au bout d'1 an, ça fait 1 an que voilà, j'essaye de faire des choses sur les réseaux, on va dire. Des petits articles, des podcasts, des trucs, quoi. Et ouais, ça a un peu évolué au bout d'1 an, forcément. Alors, on va parler des différents réseaux rapidement, de mon expérience avec ça, d'un quadra qui, bon, on va dire, qui connaît pas forcément grand-chose à tout ça. Mais disons que ouais, déjà Substack, ça reste quand même un peu ma maison, on va dire, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a un peu tout ce qu'il faut pour publier sereinement, pour faire ce qu'on a envie. Et puis, comme je le disais dans l'épisode 1, ce qui est vraiment bien avec Substack, c'est que les gens sont abonnés avec leur email. Donc, ça reste quand même un truc pas mal qui reste. Et puis, on peut partir avec sa liste, si la plateforme évolue dans un sens qui nous plaît pas, on exporte sa liste d'emails et puis on va sur une autre plateforme. Donc ça, c'est quand même le gros avantage de Substack. Après, Substack, ça reste pour l'instant pas très exposé, je trouve, du moins pour les Français. Il y a des choses, il y a des gens, mais pas trop. Ça reste un peu gentil aussi, hein. Il y a beaucoup d'écrivains en herbe qui sont très heureux de quitter la pression des réseaux. Je ne sais pas pourquoi, hein. L'idée, c'est quand même d'exposer ce qu'on fait à un maximum de gens, on va dire. Donc ça reste très gentil, ça reste beaucoup de personnes qui sont contentes, je pense, je sais pas, de pas être sur Instagram peut-être, je sais pas. En tout cas, moi je trouve Substack, ça me convient bien. C'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est assez libre en termes de choses qu'on veut dire, qu'on veut publier. J'ai pas l'impression qu'il y a de la censure ou un algorithme qui oriente une chose plus que l'autre. Je sais pas trop, quand on publie juste des articles, je pense que l'algorithme il sert à rien. Il fait pas vraiment découvrir des nouvelles personnes. Il faut surtout aller sur la partie notes qui ressemble donc à une sorte de Twitter où on peut publier des notes plus ou moins courtes sur le sujet. Donc voilà, c'est pas mal comme plateforme, c'est gratuit. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent envoyer des milliers de mails avec ça gratuitement, c'est quand même pas rien. Alors je crois qu'il va y avoir maintenant des liens sponsorisés dans une sorte de pub peut-être. J'ai cru voir passer ça, on verra ce que ça donne. Mais non, bien, la partie podcast, elle est vraiment, vraiment cool. Il suffit d'enregistrer son podcast et puis c'est publié en vidéo sur YouTube, c'est publié en audio sur Apple Podcast et Spotify. Donc non, c'est cool. Bonne plateforme. Pour l'instant, j'en suis très, très content. Donc je continue au bout d'1 an sur Substack. J'ai pas encore essayé d'attirer un maximum de personnes, mais c'est pas mal du tout. Du coup, ça publie sur YouTube. Donc pour passer à YouTube, ouais, c'est sympa aussi. Mais bon, le style YouTube, c'est un style très, très formaté maintenant avec les vignettes, le titre qui ont une grosse importance. Et comme je disais déjà, les vignettes avec une expression faciale exagérée, ça fatigue un peu d'essayer de faire des choses comme ça. Donc ça, c'est moyen. Et puis surtout, c'est des vidéos très montées avec beaucoup de petites annexes, de vidéos à l'intérieur d'autres vidéos. Donc pour ça, il faut un monteur, il faut s'y connaître, il faut prendre beaucoup de temps. Moi, j'aime mieux filmer
en one shot, on va dire, en une seule fois. Et donc voilà, donc ça publie sur YouTube, la partie podcast et la partie vidéo. Donc ça fait 2 vidéos, une vidéo avec que le son et l'image, où du coup personne ne regarde ça. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent des podcasts sur YouTube, mais je pense pas trop. Voilà. Et sinon, du coup, je vais essayer, hein, à partir de cette deuxième année, de publier des shorts, donc des vidéos plus courtes. Donc ce qui est bien avec Substack aussi, c'est que par exemple là, cette vidéo, elle va être découpée automatiquement en 3 petits morceaux qui vont se retrouver dans YouTube Shorts. Et ça, c'est cool pour les flemmards comme moi qui ne veulent pas faire de montage ou qui ont pas les moyens, on va dire, de se payer un monteur. C'est assez cool parce que c'est automatique. On peut le faire sur LinkedIn aussi pour l'instant. Mais j'ai pas essayé. Pour l'instant, je reste sur des plateformes où on va dire j'ai pas mes employeurs, hein. Donc je suis pas encore très à l'aise de montrer à mes employeurs sur LinkedIn que je passe du temps aussi pour faire ça. Mais ça va peut-être venir, hein. Il n'y a pas vraiment de raison, hein. Je peux toujours dire que je fais ça sur mon temps perso, ce qui est le cas. Donc ça, ça peut se faire. Et donc ouais, LinkedIn pas trop, mais je vais essayer aussi d'utiliser la fonction newsletter de LinkedIn. Comme je disais, je vais travailler sur mon double numérique. Donc voilà, il va s'appeler Volodia, hein, pour le mot IA. Et puis Volodia, c'est aussi le surnom qu'on donne à ceux qui s'appellent Vladimir en Russie. Donc moi j'ai des origines ukrainiennes, mais voilà. Donc Volodia, mon double numérique, ça va sortir bientôt. Je vais faire aussi une vidéo, je vais essayer de vous montrer comment j'arrive à créer ce double. Et peut-être que lui va publier sur LinkedIn ou même sur Substack, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de montrer clairement, comme je dis toujours, quand c'est produit par de l'IA ou quand c'est pure human intelligence, ou quand c'est 100% fait par un humain. J'en profite pour ceux qui ont la vidéo ici de voir le beau graphe d'un mec qui s'appelle Eclose, un artiste rouennais, qui est venu décorer un joli hangar près de la Seine. Et donc voilà, l'idée, c'est de marquer clairement une différence quand c'est fait par de l'IA ou pas par de l'IA. C'est très très important selon moi. Mais ça n'empêche qu'il faut savoir créer avec de l'IA. Moi, je pense que c'est quelque chose un peu inévitable. Comme je disais, avant, on n'utilisait pas un ordinateur pour écrire un texte. Maintenant, ça paraît évident. On n'utilisait pas Photoshop pour créer une photo. Ça paraît maintenant évident. Donc voilà, il faut savoir l'utiliser. Pour écrire un texte, il n'y a plus besoin de se former pendant des semaines et des semaines. Vous pouvez demander à Ania de vous aider à le faire. Alors quelle est la qualité et quelle est l'authenticité? Tant que c'est bien écrit explicitement, je pense que c'est pas très grave. Et je vois beaucoup de gens qui publient sur les réseaux avec ce qui semble être une IA sans réfléchir. Je pense que c'est là le souci, c'est de ne pas y mettre sa sauce, sa sélection, son goût. Je pense que c'est ça qui est important, hein, d'aller chercher plein d'infos. Avec de l'IA, pourquoi pas, le mettre en forme. Ça se défend, à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce serait intéressant d'en débattre. Donc LinkedIn, on en a parlé, pas trop pour l'instant, mais je vais peut-être utiliser la fonction newsletter. À voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, x.com, bon, j'ai laissé tomber, clairement. J'ai commencé, comme je disais, avec l'appli Buffer, d'écrire des petits textes et de le publier sur X,
sur Threads de Meta et sur Mastodon. Bon, sur X, très peu de répondants. Sur Thread, un petit peu. Mais bon, sur X, je pense qu'il faut vraiment aller être engagé, commenter sur les trucs des gens, etc. Bon, c'est pas que j'ai pas le temps, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis plus dans ma bulle à produire des choses qui m'intéressent et j'ai pas trop trouvé de choses qui me convenaient sur X. C'est vrai que c'est très polarisé. Faut être, voilà, chacun dans son camp. Donc ça, c'est pas forcément super cool. Et ouais, bon, la plateforme, elle a un peu mauvaise réputation, on va dire, mais c'est comme ça. Donc pas trop, j'y reviendrai peut-être avec les vidéos short sur X, je sais pas si ça peut marcher, à essayer. Et puis Thread, Instagram, ou Facebook, c'est pareil, pour l'instant, il y a plutôt des gens que je connais là-dessus, donc je pourrais publier et puis avoir leur retour, mais c'est pareil, c'est pas ce que j'ai envie de faire trop pour l'instant. J'ai plutôt envie voilà, d'exposer mes idées, de voir un peu où ce que ça peut me mener. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a forcément d'autres choses, mais là, ça me vient pas tout de suite en tête. Bon, alors Snapchat, forcément, j'ai pas essayé. Je pense que ça sera pas trop la cible. Et oui, la dernière chose dont je voulais parler, donc au niveau des shorts, c'est TikTok. Donc je vais essayer cette année un petit peu de publier des choses sur TikTok. Mon projet, ça va être d'essayer de relever un peu le niveau de la plateforme, hein. Quand j'y suis allé, j'avoue que j'étais un petit peu surpris hein, du contenu. Je trouve que ça vole pas très haut. On va essayer de pousser le truc un peu plus loin. Est-ce que ça attirera des personnes? Je ne sais pas. L'idée, ça va être de voir ça, hein. Je suis là pour tester. C'est les chroniques d'un quadragénaire sur les réseaux. Donc TikTok est devenu vraiment incontournable. On a une appli qui s'appelle TikTok Studio qui permet de gérer son contenu, d'avoir des stats un peu comme YouTube Studio. Donc je pense que c'est vraiment une plateforme qui va être très très utilisée. Le format est plus court, il faut aller vite, il faut aller à l'essentiel. On n'a pas trop le temps, je pense, de prendre le temps comme ici sur Substack, de discuter et puis voilà, de laisser la pensée filer et de partager ce qu'on a à dire. Il faut être un peu plus organisé, aller à l'essentiel, que ce soit rapide. Alors je ne suis pas encore dans le délire de faire un hook spécialement pour attirer l'attention. Je pense que voilà, si on a une bonne idée et qu'on y va direct, ça peut marcher. À voir, à essayer. Donc il doit y avoir un lien quelque part vers mon compte TikTok et les vidéos courtes extraites de Substack, c'est parfait. C'est pour ça que là j'essaye de filmer avec un format smartphone vertical. Je pense que voilà, c'est un format moderne, on va dire. Faut pas lutter contre la modernité. Et ouais, c'est intéressant. C'est une plateforme TikTok quand même assez fascinante. Beaucoup de personnes, un algorithme totalement différent. On ne s'abonne pas spécialement aux gens, même si je pense que maintenant c'est possible. Ils viennent d'ajouter les stories, les posts écrits. Intéressant. Pareil, à voir. On peut mettre de la musique. Bon. Ouais, c'est quelque chose à essayer. Mais ouais, en termes de volume, ça va très vite. Ça va très très vite. Le minimum sur une vidéo TikTok, apparemment, c'est 300 vues. Alors, il semblerait qu'il y ait une sorte de prison des 300 vues pour des petits créateurs. Et pour dépasser ça, je ne sais pas. On va voir ce qu'il faut faire. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est TikTok Shop. Donc, c'est une sorte de Temu où ce sont les propres personnes qui font la promotion des articles en encaissant une petite commission à chaque vente. Et donc ça, c'est vraiment intéressant comme modèle. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais
à observer en tout cas. C'est assez cool parce que bah voilà, ils ont la plateforme de produits, donc Temu, hein, de toute façon c'est la Chine, Temu, AliExpress ou autre, avec des produits pas chers qu'on peut acheter en quantité, livrés directement depuis la Chine, donc écologie, tout ça, hein, c'est pas cool. Mais par contre, le modèle est très fort, puisque du coup, ils n'ont même pas besoin de faire la promotion des articles, c'est les gens eux-mêmes qui le font pour une petite commission. Donc ça, c'est fort. Ils sont très forts pour ajouter des choses dans une seule application. Alors il semble que TikTok USA a été sauvé par Trump, hein. Plutôt que de le bannir, ils ont pris le contrôle, ou du moins ils ont cédé une partie. À voir, hein, où est-ce que les données sont stockées et répertoriées. Bon, à son niveau, chacun son petit niveau, je pense qu'on s'en fout un peu, mais je pense que ça fait quand même une grosse différence en termes de géopolitique que bah, une plateforme soit comme ça, gérée vraiment par l'État. Ça me fait penser à l'interdiction là, dont on entend parler pour les enfants de moins de 15 ans, donc ils ont été obligés de faire un selfie et d'envoyer leur photo d'identité pour utiliser les réseaux sociaux. Donc ça part d'un bon sentiment de protection des enfants, même si c'est plutôt au niveau des parents qu'il faut faire ça, mais les parents qui sont dépassés, qui n'y arrivent pas, je pense qu'ils sont contents de confier ça à l'État. Parce que c'est une bonne chose, c'est pareil, on peut en parler, hein, je ne suis pas persuadé du tout. D'ailleurs, bon, j'ai pas grand-chose à vendre, mais si vous voulez gérer la vie numérique de vos enfants, j'ai écrit un e-book sur le sujet. Je vais essayer de mettre le lien quelque part. Ça s'appelle le couvre-feu numérique. Alors, comment mettre en place un couvre-feu numérique? Alors, le mot couvre-feu, il est un petit peu fort, il peut un peu faire peur. L'idée, c'est pas de censurer ou de couper, mais c'est voilà, de limiter pour que les enfants apprennent à utiliser ça correctement. Donc, c'est pas très cher, hein. Je crois que ça doit être 7 euros. Je vais essayer de mettre le lien quand même si je suis un gros flemmard. Et ouais, je vous explique comment faire ça sereinement. Moi, j'ai 3 enfants et ouais, je pense que ça peut être utile. Et pour revenir à cette interdiction d'utiliser les réseaux pour les jeunes de moins de 15 ans, en gros, faire le selfie et faire une photo de sa pièce d'identité, ça va être un très très beau fichage, hein, de nos jeunes. Donc avant même d'avoir accès au réseau, on saura clairement qui est qui. Et puis une fois que ça c'est dans la base de données, ce sera bien sauvegardé et utilisé voilà, hein, pour trier les gens, savoir ce qu'ils font. La vie numérique des gens va devenir quelque chose d'important. Pareil que pour aller aux États-Unis et avoir un visa, on va analyser vos réseaux et si vous critiquez trop les États-Unis, je pense qu'on ne vous laissera pas rentrer. Donc clairement, on rentre dans une ère où on va ficher les gens. Et en Europe, on est très fort pour essayer de réguler, hein, comme d'habitude, au lieu de proposer de l'innovation. Et on va avoir des fiches sur nos jeunes enfants avant même qu'ils utilisent les réseaux, et puis ils garderont ça toute leur vie. Ce sera dans la base de données de l'État, qui d'ailleurs apparemment semble être de vraies branques pour sécuriser ça, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a une faille énorme de sécurité sur les fichiers du gouvernement français. Je crois que ce sont des ministres qui ont échangé des mots de passe par email, hein. Donc l'email, c'est en clair sur Internet, ça se balade, c'est pas chiffré. Et c'est même pas un gouvernement, ce sont un petit groupe de hackers qui ont récupéré ce mot de passe, puis qui ont eu accès à tous les fichiers de la CAF, je ne sais plus trop quoi exactement, des trucs de gouv.fr, des noms de gens. Je crois qu'il y avait aussi les gens qui font les selfies pour accéder à des sites porno, la liste avec la photo. Si vraiment c'est ça, c'est fort. Là, je pense que là vraiment, on y est, hein. On y est bien dedans. Mais ça n'empêche que les réseaux sociaux, ça reste à mon avis, hein, alors je vous bassinais au l'épisode précédent sur les médias sociaux. Je pense toujours que c'est vraiment une source de médias maintenant, une sorte de médias citoyens. Donc c'est important de les utiliser
d'y exprimer ses idées, ce que j'essaye de faire. Et puis, au moins, on prend un peu le contrôle. Hein, plutôt que d'être fiché sans vraiment savoir, là, on publie ses idées et si on est authentique, voilà, on n'aura pas de honte à savoir que des gouvernements lisent ce qu'on a publié. Hein. Donc, et puis, ce sont des données faites par des humains qui vont entraîner des IA. Et ça aussi, ça a de la valeur. Alors malheureusement, ça, on ne peut pas vraiment le sauvegarder, parce que sur ces plateformes, on accepte tout un tas de conditions d'utilisation qui font que on laisse ces données, hein, des Américains en particulier, ou des Chinois, avec TikTok. Hein. Mais c'est un peu la même chose. Mais voilà, même si là, je suis dans l'expérimentation, j'ai pas vraiment grand-chose à vendre, hein, comme je vous disais, à part mon petit e-book. Hein, c'est pas forcément pour s'en mettre plein les fouilles, même si ça pourrait toujours être utile. Mais je continue à penser que c'est une compétence qu'il faut pouvoir acquérir de nos jours, utiliser les réseaux sociaux et se constituer, on va dire, une sorte d'audience avec une mini-communauté, on va dire, des gens qui vont partager nos idées pour échanger, pour débattre, pour avoir des choses à discuter, des choses intéressantes. Donc, et puis voilà, ouais, partager ce qu'on fait, une partie de son travail, surtout si on devient tous des freelances à domicile. Avoir une audience, ça peut avoir une base, comme on dit, hein, de super fans. Si vous avez 1000 super fans qui sont prêts à mettre 100 € par an dans vos produits, c'est beaucoup, hein, 100 €, hein, faut produire. Mais ça fait 100 000 €, hein, je calcule vite fait, alors même s'il y a des taxes, etc. Je pense que ça peut être utile. Sait-on jamais, on va dire. Donc voilà, l'épisode 2, l'utilisation des réseaux sociaux. Cette année, on va rester encore un peu sur Substack, la maison. On va essayer de construire des choses, partager des idées. Il commence vraiment à pleuvoir ici, donc je vais devoir arrêter. Et voilà, se constituer une audience, savoir parler devant une caméra, savoir faire des podcasts, savoir écrire des articles pour publier ses idées. Ça me semble des compétences intéressantes dans ce monde moderne, connecté, qui est en train de changer avec beaucoup d'IA, savoir maîtriser l'IA, savoir se créer un double plutôt que quelqu'un le crée à notre place. C'est ce que je vais essayer de faire. C'était le haut-parleur.